Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs, et merci donc de me laisser l'opportunité de vous exposer un petit peu comme cela, comment les géographes travaillent sur la question du commerce de détail. Alors en effet, ce schéma que vous avez sous les yeux est un schéma que j'utilise très très fréquemment, qui me paraît être une bonne façon, donc un bon schéma simplifié, de souligner à quel point le commerce et les transformations du commerce donc, est lié à son contexte, son environnement, et comment les transformations donc, de celui-ci sont en interaction avec celles du commerce et du succès de nouvelles formules. Donc, on voit sur ce schéma 4 transformations qui sont associées, les transformations économiques, sociales, spatiale et commerciale. Alors, il n'y a pas véritablement d'ordre dans la place de ces bulles. Ce qui importe, c'est surtout de souligner donc l'interaction qui existe entre ces quatre éléments. Alors, tout au long du temps, donc, on peut voir ces transformations qui ont rythmé en quelque sorte et accompagné les transformations commerciales. On les voit avec quelques photos. Voilà. Donc, quelques images, des gravures. Des gravures. Au cours des siècles, l'ensemble s'est combiné. Il faudrait rester sur la première, peut-être, s'il vous plaît, quelques secondes. Donc, au Moyen-Âge, on le voit, la ville marchande est une ville close. C'est une ville donc, qui est derrière ses murailles, même s'il y a déjà quelques prémices de faubourg. On ne peut pas véritablement encore... oui, ils vont se coller au mur. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'à l'intérieur de ces murs, donc, la ville marchande s'établit, foire régulièrement, mais aussi, on le voit ici avec les gravures, effectivement, avec les échoppes. Donc, on a déjà une centralité qui s'établit à l'intérieur des murs. J'aurais pu aussi évoquer le monde romain, d'ailleurs, avec le marché que l'on a aussi et les échoppes qui sont à l'intérieur des murs. La toponymie des lieux nous est rappelée, la toponymie des rues rappelle cette activité commerciale, en porte encore la trace, la rue des marchés aux fleurs, la rue des poissonniers, la rue des drapiers. Vous connaissez tous cette toponymie dans les différentes rues, qui montre bien la spécialité que l'on avait déjà à l'intérieur de la ville de l'activité commerçante, et une spécialité qui dessinait des rues qui étaient dévolues donc, à ces activités. Alors, on peut continuer aussi avec le 19e siècle, où là, je dirais... Bon, je souligne avec mon schéma, quelque part, une première grande révolution et grande transformation, celle qui surgit avec les grands magasins qui sont, en quelque sorte, le prolongement des passages couverts. Je vous ai mis en haut les Galeries de la Reine de Bruxelles, et de ce qui accompagnait ces magasins couverts, ou au-delà, les magasins de nouveautés. Donc, ce succès, cette émergence de ces grands magasins, quelque part, ne peut se comprendre sans saisir aussi qu'on est à un moment de transformation économique. On passe d'une économie qui était plutôt liée à l'agriculture ou à quelques privilèges, à une révolution industrielle, à une économie industrielle, et avec elle, donc, on a aussi l'arrivée de nouvelles populations qui s'installent d'abord dans les faubourgs, puis dans les premières banlieues. Donc, on a donc l'arrivée de nouvelles classes sociales, et ceci s'accompagne aussi d'une transformation de la ville. La ville, quelque part, s'agrandit. Ces murailles qu'on a vues tout à l'heure tombent pour faire place à des boulevards périphériques. Donc, transformation spatiale, transformation économique, qui s'accompagne d'ailleurs de progrès. Le fer, sans la révolution industrielle, sans la charpente en acier, pas de grands magasins non plus, pas de verre industriel non plus, et donc qui permet ces passages couverts et ces vitrines qui vont accompagner les grands magasins. Mais quelque part, avec cette première révolution, la centralité va se trouver réaffirmée, la centralité urbaine. Quelque part, la gare va prolonger, va dessiner des rues commerçantes ou va tracer un hypercentre, mais on ne sort pas encore de la ville pour un commerce donc dans toute sa diversité. On va avoir
les grands magasins, les magasins de nouveautés, qui accompagnent aussi les moments un peu particuliers qui rythment la vie sociale, la première communion, les fiançailles, on va dans le grand magasin, et puis dans les petits quartiers, dans les petits villages, on va avoir du commerce, donc plus de l'épicerie, du maraîchage. Et là, on voit qu'on avance. Voilà. Là, on donc, arrive quoi, dans les années 60 siècle, oui, le milieu... En Europe, plus particulièrement le milieu du XXe siècle, si on était en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis ou au Canada, on aurait commencé un peu plus tôt. Mais donc le XXe siècle, en Europe, c'est le milieu du XXe siècle qui voit l'émergence de ce qu'on appelle la grande distribution. Et là encore, si on s'appuie sur le schéma que vous avez à l'esprit, donc que j'ai montré tout à l'heure, transformation économique, donc on passe de l'économie industrielle à l'économie tertiaire, une économie de services, qui s'accompagne d'une transformation sociale, une nouvelle fois, donc transformation sociale avec de nouvelles populations qui viennent s'installer dans les villes, à la périphérie des villes, ou dans ce qu'on va appeler les zones à urbaniser en priorité, qui peuvent être dans les trous de la ville urbaine. Donc transformation sociale et aussi nouveaux actifs, dont l'arrivée des femmes sur le marché du travail, qui va faire aussi le succès de l'hypermarché avec ses nouveaux rythmes d'ouverture et de fermeture. Transformation donc spatiale avec, comme vous le voyez sur le schéma, donc la deuxième couronne de la banlieue et le périurbain qui émerge et qui accueille donc ces nouvelles populations, ces nouvelles activités. Alors, Nathalie Lemarchand, là, c'est un basculement d'une partie des activités du centre, des centres-bourgs, des centres-villes, qui passent en périphérique. Exactement. On en est où aujourd'hui? Est-ce que ce basculement se poursuit? Alors, on trouve aujourd'hui en fait, on a un double mouvement aujourd'hui. Excusez-moi, je perds le fil de mon propos. On a un double mouvement aujourd'hui. On a effectivement la continuité de la périurbanisation et cela se traduit donc avec encore un étalement urbain qui se poursuit, que l'on verra tout à l'heure se traduire avec des chiffres de densité urbaine qui augmentent par rapport au nombre de mètres carrés par habitant et par logement, ainsi que par l'augmentation des déplacements. Donc, on a effectivement une continuité. Voilà, vous avez ici les chiffres qui le montrent. On est passé de 600 habitants au kilomètre carré en 1962 à 400 habitants donc, depuis 2010, ce qui montre bien qu'on a une dédensification de la ville et donc qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de mètres carrés par habitant et par logement, qui traduisent aussi cette dédensification et donc la continuité de l'étalement urbain, puisque la surface urbaine augmente de 19%. Ceci, évidemment, se traduit aussi par une motorisation des ménages français très importante, supérieure de 8% à la moyenne européenne, et son corollaire, donc, une augmentation des déplacements locaux. Entre 1999 et 2008, on a une augmentation de 4,6%. Nathalie Lemarchand, permettez-moi, je vois qu'on a des chiffres, par exemple, 600 habitants au kilomètre carré en 62, 400 habitants au kilomètre carré en 2010. On est en 2019, on a des chiffres plus récents. Est-ce qu'on constate encore une diminution de la densité en milieu urbain, l'augmentation des déplacements locaux, plus 4% entre 1999 et 2008, là aussi? Alors, les chiffres que l'on a ici, ce sont les chiffres de l'INSEE. Et donc, on n'a pas de chiffres beaucoup plus récents du calcul exact de cette densité. Mais ce que l'on peut constater, par exemple, comme vous le voyez sur le nombre de mètres carrés par personne et par logement, c'est une certaine stabilité depuis 2006. Donc on peut considérer qu'on continue à avoir une augmentation de l'étalement urbain, puisque démographiquement, ce sont les couronnes des villes, les couronnes des agglomérations, des villes-centres qui augmentent plus vite que le centre lui-même. Donc oui, on a une poursuite de l'étalement urbain, mais il est ralenti. Et on a parallèlement, comme je le disais tout à l'heure, un retour en ville d'un certain nombre d'urbains. Nathalie Lemarchand, depuis une bonne vingtaine d'années, on entend les urbanistes nous dire que pour répondre aux enjeux, notamment en matière de mobilité, de transport, et aujourd'hui en matière d'environnement, il faut absolument densifier les villes et éviter l'étalement urbain. Et dans les faits, si je vous comprends bien, on fait un peu l'inverse. Pour quelles raisons ? Alors, le périurbain, c'est aujourd'hui le territoire qui va accueillir de façon privilégiée
Alors, une partie de la population française, et notamment les jeunes ménages, puisque, on le verra tout à l'heure, donc, ils se déplacent donc, en périphérie. Alors, le foncier, évidemment, est un argument important. Il est moins cher en périphérie. Moins cher en périphérie. Donc, lorsqu'on s'installe en ménage avec sa famille, eh bien, on cherche des mètres carrés où on va pouvoir installer tout le monde. La proximité de ce qui paraît être la campagne, au sens qu'on évoquait tout à l'heure, donc le village, la petite ville, le petit bourg. Par exemple, à l'université, j'ai souvent mes étudiants qui habitent dans la couronne parisienne qui me disent qu'ils habitent à la campagne, donc soulignant ainsi cette image idéale. Donc on va rechercher donc, la proximité de la nature, on va rechercher un foncier moins cher, on va rechercher des espaces de loisirs verdoyants. Ça, c'est pour les particuliers par rapport à la résidence. Mais aussi, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle une exurbanisation des activités. Les nouvelles zones d'activité économique, elles sont de plus en plus dans le périurbain, bien parce qu'elles sont connectées avec des zones, donc avec d'autres zones d'activité économique. Donc, on va avoir une économie d'échelle. On est aussi connecté avec les échangeurs autoroutiers, qui sont aujourd'hui les lieux donc, importants qu'il faut rejoindre rapidement pour le transit de marchandises. Et puis, on a aussi, pour finir, on le voit de plus en plus aujourd'hui dans ces zones donc, où à proximité des lotissements ou des nouvelles zones résidentielles, eh bien, des zones de services aux particuliers. Les comptables, les dentistes, les vétérinaires s'installent aujourd'hui dans des mini-zones d'activité qui sont conçues en quelque sorte pour leur permettre de s'installer de façon facile, puisque ces zones sont aménagées en termes d'eau, enfin de toutes les aménités qui leur permet donc de ne pas avoir de coût de construction, mais juste d'installation. Le premier rêve des Français est-il toujours d'être propriétaire de son pavillon ? Oui, alors, ce qu'on appelle souvent le rêve américain est finalement le rêve qui est partagé aussi par de très très nombreux Français. Et on a l'idéal de la maison individuelle dans laquelle on va pouvoir élever sa famille loin du bruit de la ville. Donc, j'oubliais d'ailleurs tout à l'heure, en fait, c'est aussi pour des raisons de pollution qu'on a exurbanisé une partie des activités qu'on ne voulait plus voir dans la ville. Et en périphérie, on a des zones qui sont distinctes. Avez-vous le sentiment que ce phénomène de périurbanisation un peu galopante va se poursuivre dans les années à venir ? Alors, elle se ralentit, donc, mais elle va se poursuivre. Il me semble, donc je n'ai pas de boule de cristal, et les démographes des années 60 ont fait des prévisions démographiques qui se sont toutes avérées fausses, donc je me garderai bien d'enclencher ceci, mais on a une population qui continue à augmenter. Et donc, on continue à avoir besoin de logements, à avoir besoin donc, d'espaces résidentiels. Et donc, on continue à avoir un intérêt pour le périurbain et des activités à la périphérie. On l'a souligné, la vacance de centre-ville n'est pas seulement une vacance commerciale. Et par ailleurs, on a un retour en ville d'un certain nombre de populations qui soit donc, sont dans une structure par âge relativement jeune, soit une population plutôt vieillissante, mais qui a aussi des besoins en termes de services et de commerce qu'il faut satisfaire. On s'aperçoit que, par exemple, qu'un certain nombre de ménages, lorsque arrive le moment où les enfants sont partis, ou lorsque un seul des conjoints reste donc, vivant, décident de revenir en ville pour bénéficier des aménités de la ville. Et puis, on a aussi donc, des jeunes ménages ou des jeunes couples qui s'installent en ville ou viennent plus près de l'emploi. Donc, on a ce double mouvement. Et ça se traduit souvent aussi par un investissement dans un certain nombre de quartiers. Donc, en fait, la ville s'étend et se refait sur elle-même, notamment par la rénovation de quartiers urbains, puisque ces populations résidentielles investissent dans leur logement, investissent dans leur quartier et attendent des acteurs publics qu'ils en fassent l'équivalent, ce qui se traduit souvent par un renouveau d'un certain nombre de commerces. Alors, vous parlez des acteurs publics. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes et les hommes publics, aujourd'hui, ont encore un pouvoir en matière d'aménagement du territoire et de lien avec le commerce ? Bien sûr, ils ont le pouvoir législatif, déjà. On l'a vu et on l'a entendu. La réglementation en matière d'urbanisme commercial est longue.
insidieuses et parfois donc avec succès. Pas toujours, pas souvent peut-être avec succès. On verra donc avec la dernière loi qui va se mettre en place, parce qu'il ne faut pas oublier que l'urbanisme commercial doit se combiner avec le code du commerce. Donc ils ont, avec les documents de planification, je dirais, la nécessité de penser à l'équilibre du territoire. Je dis toujours, le commerce est une activité transverse. On s'en aperçoit aujourd'hui de plus en plus. Et donc, il doit être pris en compte avec un ensemble. Donc, l'urbanisme commercial, c'est une réglementation spécifique. Ils ont aussi la réglementation, par exemple, avec le droit du travail. On l'a bien entendu récemment avec toutes les questions concernant l'ouverture dominicale, qui touchait au premier plan le secteur du commerce. Mais les résultats du pouvoir des hommes et des femmes politiques résultent aussi et reflètent aussi l'état des rapports entre les différentes composantes de notre société. Ainsi, par exemple, si on prend l'échelle des métropoles et du commerce, donc cela dépend des territoires et des circonstances. Lorsque les collectivités territoriales ont eu besoin des promoteurs de centres commerciaux pour revitaliser leur centre-ville, eh bien, ils sont, pour certains, allés voir ces promoteurs de centres commerciaux qui étaient établis de façon privilégiée en périphérie pour qu'ils viennent s'installer en centre-ville. Mais, par exemple, lorsqu'il y a un enjeu concurrentiel sur le territoire, donc qui peut être convoité par différentes entreprises, eh bien là, le rapport est inversé. Par exemple, mon premier travail de recherche était sur l'agglomération d'Elbeuf et de Rouen, donc un endroit qui peut évoquer quelque chose à certains, lorsque le premier grand hypermarché s'est ouvert dans la zone commerciale de Tourville-la-Rivière. Et là, on voyait bien donc les enjeux qu'il y avait autour de ça. Donc, du pouvoir, oui, mais aussi de plus en plus, je crois, la conscience de la nécessité d'un travail en partenariat avec les acteurs du commerce. Le partenariat public-privé, ce n'est pas seulement un enjeu financier, c'est aussi un enjeu d'équilibre des territoires et de pouvoir donc répondre à l'ensemble des besoins et à l'ensemble des nécessités de ces territoires.